Bonjour tout le monde et bienvenue à notre 7e séance de la série de conférences dans le cadre du programme Leadership et responsabilité citoyenne. Aujourd'hui, nos conférenciers invités vont aborder le sujet du développement numérique et autres technologies, toujours sous le thème Agir dans un Québec mondialisé. Alors, M. Gérard Bouchard, professeur émérite de l'Université du Québec à Chicoutimi, et M. Stéphane Paquin, qui sont avec nous, professeur à l'École nationale d'administration publique, ont élaboré cette riche programmation et je rappelle à tous que cette initiative de l'ETS est soutenue par la Fondation Jarislowsky. Je m'appelle Anne Smidi, je suis enseignante à l'ETS, je vais essayer de surveiller le temps et je prendrai les questions dans le fil de discussion durant les 15 dernières minutes de la séance. Alors, bienvenue à tous et M. Paquin, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Anna. Alors, écoutez, c'est avec un grand plaisir que je vous présente M. Éric Charton, qui est directeur principal intelligence artificielle à la Banque nationale du Canada. Alors, quand on a cherché un spécialiste qui applique à tous les jours l'intelligence artificielle dans un milieu de travail concret, les informaticiens, notamment de l'UQAM, Marie-Jean Meur m'a suggéré fortement de contacter M. Charton. Alors, ça fait avec un grand plaisir qu'on le reçoit aujourd'hui. Alors, M. Charton applique au quotidien les potentialités offertes par les avancées scientifiques de l'intelligence artificielle aux différents aspects de l'activité d'une organisation financière comme la Banque nationale du Canada. Il a précédemment été responsable des engins de recherche et de la recherche au développement en intelligence artificielle au sein du groupe Les Pages jaunes. Il est titulaire d'un doctorat en sciences informatiques appliquées au traitement du langage de l'Université d'Avignon en France, d'une maîtrise en génie informatique et mathématiques spécialisée en apprentissage automatique. Et il a réalisé des études postdoctorales à l'École polytechnique de Montréal et au Centre de recherche informatique de Montréal, où il a travaillé notamment sur le traitement automatique du langage. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous introduis M. Charton. Alors, je vous donne la parole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Stéphane pour la présentation très détaillée. Je vais partager mon écran, j'ai quelques diapositives. Donc, effectivement, j'ai commencé à faire un peu de recherche à l'université, puis à un moment donné, pour développer un peu mon parcours professionnel, j'ai trouvé ça intéressant d'appliquer ces technologies qu'on n'appelait pas encore d'IA, il y a une quinzaine d'années dans le domaine des entreprises. Et ce que je fais depuis plusieurs années au Québec, c'est d'aller dans des entreprises qui n'ont pas de groupe de recherche et développement et de mettre en place ces groupes de recherche et développement. Et un des fils conducteurs des problématiques qu'on rencontre dans les entreprises quand on veut déployer de l'intelligence artificielle, c'est de s'apercevoir qu'il y a un domaine qui est sous-estimé et qui pourtant est extrêmement important, qui est celui de l'accès à l'information. Et ça ne concerne pas juste les organisations commerciales, vous allez le voir dans la présentation, ça représente tous les aspects de la vie quotidienne et de l'économie d'un pays ou d'un État. Alors, pour commencer, déjà, on va essayer de définir ce qu'est l'information. Donc, le carré gris, c'est la définition telle qu'elle est proposée au sens large par Wikipédia. Messages à communiquer, symboles utilisés pour les écrire. Par symbole, on peut entendre évidemment les mots, les lettres, mais aussi des chiffres et puis des images. Voilà toutes les formes que prend l'information. On voit que la question de l'information se développe considérablement avec les sociétés industrielles. À partir du 19e siècle, quand on commence à industrialiser considérablement les pays, on a besoin de garder et de faire circuler une mémoire des processus, des procédés industriels, comment on fabrique quelque chose. Et puis quand on veut développer les connaissances dans la population qui travaille dans cette industrie, on a besoin de bibliothèques, on a besoin d'universités, donc on va inventer la bibliothéconomie, qui est un moyen d'accéder à la documentation dans les bibliothèques. On va avoir besoin d'annuaires pour identifier des fournisseurs, voir que tous les pages jaunes dont on parlera un tout petit peu ici, il y a à peu près un siècle, on a besoin de savoir où sont les vendeurs, les magasins, les fournisseurs, les partenaires, les avocats. Donc on crée des annuaires. Les pages jaunes, c'est ça, c'est toute une industrie à l'échelle mondiale, à l'initiative de Bell qui se crée. C'est de l'information sous une forme papier.
évidemment, donc les abonnés du téléphone. Donc, toute cette question de l'information se développe énormément sur le siècle passé, joue un rôle stratégique essentiel dans la société industrielle. Elle avait été précédée par les encyclopédistes au XIXe siècle qui avaient décidé de faire une encyclopédie de tout le savoir connu pour en garder la mémoire et faciliter sa diffusion. On voit donc l'importance que tout ça a. Dans les années 70, on voit apparaître ce qu'on appelle les systèmes d'information, c'est-à-dire l'informatique qui se développe, notamment dans les banques beaucoup, là, et un rôle qui s'appelle le Chief Information Officer, qu'on appelle aujourd'hui un CTO, mais les deux rôles sont confondus. Donc on voit bien que la question de la technologie informatique est très liée à celle de l'information, puisque l'un des responsables de cette zone dans les grandes entreprises, c'est le Chief Information Officer. Et puis, on voit une rupture à la fin des années 90 qui va être l'objet de cette présentation, qui est un changement culturel, qui est l'arrivée d'Internet et via l'Internet, l'intrusion de tout un ensemble de technologies qu'on connaissait depuis les années 60 qui s'appelle notamment l'information retrieval, pour automatiser l'accès à l'information. Et ça change considérablement la donne, puisqu'on ne va plus utiliser, puis c'est une rupture qu'on a peu vue et peu décrite, on ne va plus utiliser les outils traditionnels et toutes les connaissances qu'on avait, les supports papier, les index, etc. On va passer à une automatisation de l'accès à l'information sur des moyens informatiques. Un bref rappel sur ce que sont les usages de l'information. Alors, vous avez des usages personnels. Vous allez chercher un produit, une description de produit. Quand vous allez sur le marketplace Amazon, hein, vous cherchez un produit et vous accédez à une information qui est le descriptif de ce produit. Et vous voulez le bon produit. Quand vous cherchez quelque chose, vous ne voulez pas avoir une proposition qui soit distante de votre recherche. Donc, si vous avez un bon engin de recherche, eh bien, vous allez vendre plus de produits. On voit que Amazon, si vous faites des essais, dans certains cas, ils ont un peu progressé récemment, mais avaient un engin de recherche qui était très moyen. Et ils achetaient massivement des clics à Google pour pouvoir diriger des gens qui cherchaient leurs produits via Google. Donc, dans le cas présent, il y a une démonstration qu'un mauvais accès à l'information, une technologie mal implantée, coûte extrêmement cher, puisqu'il faut aller chercher un prestataire extérieur le trafic dont on a besoin pour vendre ses produits. On peut avoir aussi besoin d'accéder à des formulaires, à des factures. Si vous avez besoin d'un formulaire pour des questions sociales ou autres, vous avez besoin d'y accéder. Les offres d'emploi, on utilise tous LinkedIn aujourd'hui, et LinkedIn, c'est basé sur un search. Si vous n'avez pas un search, vous n'allez pas explorer une arborescence ou un engin de recommandation, mais qui est une forme de search inversée. Vous utilisez des outils automatisés d'accès à l'information pour trouver des emplois aujourd'hui, et dans l'immense majorité des cas, puisque beaucoup de recherches d'emploi passent par des choses sur lesquelles il y a une notion de mise à disposition d'informations. Dans les usages corporatifs, évidemment, on a besoin de connaître les processus, la réglementation interne. Je vais vous donner quelques stats après, des documentations. On veut connaître son patrimoine. Si on est dans une grande organisation avec beaucoup d'immeubles, on veut savoir où ils sont, dans quel état ils sont. On veut pouvoir les chercher, les identifier. Et puis, il y a tout ce qui est index, base de données, liste de clients. Si vous êtes dans une banque, que vous cherchez un client, vous voulez pouvoir taper son nom et que ça sorte en premier. Si vous devez passer 1 heure devant votre client parce que le système marche mal, vous offrez un mauvais service client. Il y a toutes les questions de veille scientifique. Et puis, il y a les usages gouvernementaux. Puis, on verra que les usages gouvernementaux peuvent avoir un énorme impact sur la performance d'un pays et en rapport avec l'usage de l'information qui est fait de l'information. La valeur de l'accès à l'information, ici, j'en donne une illustration. Le chiffre d'affaires de Google, Google, c'est une entreprise qui vend de la publicité, mais qui utilise de la publicité pour donner accès à l'information. Et le premier motto de Google, c'était indexer l'ensemble des connaissances. En 2021, les revenus publicitaires de Google sont de 209 milliards de dollars. En tout cas, au moins, c'est ce qu'on connaît. Et donc, ce qui est tout à fait clair, c'est que Google a réussi à transformer votre besoin d'accès à l'information en revenus publicitaires. Ça montre à quel point il y a de la valeur. Je vous ai mis 2 exemples à droite d'accès à l'information qui ne fonctionnent pas bien, puis qui sont intéressants. Déjà, un résultat de recherche sur
J'avais tapé les tarifs douaniers d'importation de métal sur le gouvernement du Canada. Ça ne marche pas. Les résultats ne sont pas pertinents. Et puis le site AliExpress, là, qui permet d'acheter des choses principalement en Chine, où j'ai mis une requête sur montre à aiguille et les trois quarts de ce qui sort ne sont pas des montres à aiguille. Donc vous imaginez bien que la vente est perdue. Tout ça, c'est des choses qui repartent chez Google. C'est-à-dire que comme on ne sait pas le faire localement, on va le chercher chez Google et Google sait le faire mieux que le gouvernement du Canada ou AliExpress, mais au passage prend une publicité, ce qui est discutable. J'ai travaillé il y a quelques temps, notamment quand j'étais au crime, pour une société montréalaise qui s'appelle 3CE, dont le seul modèle d'affaires est de permettre l'accès, la recherche des codes douaniers. Il faut savoir que quand vous avez un code douanier sur un formulaire d'importation, si vous n'avez pas le bon code, avec un peu de chance, vous pouvez payer moins, mais avec un peu de malchance, vous payez beaucoup plus. Parce qu'entre une taxation à 1% et une taxation à 15%, vous voyez bien que le prix de votre produit, au final, est très différent. Et il y a des entreprises comme 3CE qui utilisent les technologies dont je vais parler, qui ne font que ça, qui fournissent ce service de donner l'accès au bon code et de s'assurer que la requête de l'utilisateur est bien donnée. Ça vous donne encore un autre exemple de l'importance de l'accès à l'information et de sa qualité. Les coûts. Il y avait eu un rapport d'IDC, il est assez ancien, j'ai du mal à en trouver des récents, mais dans mon travail quotidien, on connaît les coûts. L'IDC estimait que dans une entreprise qui emploie 1000 personnes chargées de la connaissance pouvait perdre 2 à 3,5 millions par an en cherchant de l'information non existante. J'ai mis quelques chiffres là, mais on peut penser qu'un travailleur qui cherche pendant 2 heures par jour une information dans le cadre de son travail, il peut perdre 30% de son temps. 30% de son temps sur une masse salariale, c'est énorme, absolument énorme pour une entreprise. C'est un gisement de performance opérationnelle très, très important. Donc, ça montre à quel point ces coûts sont pris en compte. Puis le fait qu'on trouve des études anciennes, mais pas récentes, montre aussi qu'on a un petit peu perdu le contact avec cette question-là, qui joue un très grand rôle dans la performance opérationnelle. Alors, quelles sont les méthodes d'intelligence artificielle en relation avec l'accès à l'information, ce sur quoi on travaille dans les groupes que j'ai à la banque, et puis que j'ai pu avoir avant. D'abord, moi, je mets 3 catégories de méthodes d'applicatifs d'accès à l'information. On a les systèmes de dialogue, on a les engins de recherche et les questions en langue naturelle. Système de dialogue, c'est les bots. Alors actuellement, on a des choses qui sont, on peut faire des bots informationnels qui sont relativement performants, avec autour de 80% de bonnes réponses. Ça utilise maintenant du deep learning. Avant, c'était du machine learning un peu différent comme le SVM et beaucoup de linguistique computationnelle. On utilise l'information retrieval. Donc, tous les noms que je vous donne, là, c'est des noms de disciplines scientifiques. L'expansion de requêtes, puis il y a toutes les questions d'indexation qui touchent aux théories des bases de données. Et puis, on a les questions en langue naturelle. Il n'y a pas vraiment d'offres produites à l'heure actuelle, on le verra, mais il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment qui s'appelle le Machine Reading Comprehension. Le Rallye à l'Université de Montréal, puis probablement ailleurs, à l'ETS, fait des très bons travail là-dessus avec le professeur Yunni. Les systèmes de questions-réponses, c'est quelque chose il y a des campagnes d'évaluation au NIST depuis près de 20 ans maintenant, c'est bien exploré. Et c'est l'idée de poser une question et d'obtenir une réponse directement. C'est quelque chose qui est intégré à Google maintenant. Quand vous posez une question, vous avez une réponse directe. Puis, en bas, là, j'ai mis ce qui est transversal. Pour tous ces domaines-là, on peut avoir besoin d'extraction d'informations, de graphes de connaissances, de traitement du langage naturel. Donc ça, c'est les méthodes. On a des outils qui sont rendus disponibles, certains par les majors, d'autres en open source. Dans les systèmes de dialogue, on a Watson, Microsoft. On avait une start-up qui s'appelait Automate.ai au Québec qui a été vendue récemment. On en a utilisé un de leurs bots à la banque. Nous, on utilise maintenant beaucoup Rasa pour faire les systèmes de dialogue. On a une stratégie, je pourrais parler à une autre occasion. Les engins de recherche, on a la base qui est Lucene, qui a été développée par la Fondation Apache avec la collaboration académique, qui est maintenant le standard. C'est au cœur de Adobe AEM, Elastic, etc.
Et puis, sur les questions en langue naturelle, il y a assez peu de solutions sur le marché. Il y a quelques acteurs, mais on n'a pas vraiment de produits utilisables. Le point très important là-dedans, c'est une erreur qu'on voit souvent dans les grandes organisations, c'est que la disponibilité de ces technologies et de ces outils ne garantit pas la bonne exploitation, le fait que vous ayez un outil de recherche performant. Très souvent, on va avoir un déploiement de ces technologies dans l'organisation, puis on va dire que ça ne marche pas. On va déployer ADOM, AEM ou l'engin de recherche de Microsoft, par exemple, sur les SharePoint, puis on s'aperçoit qu'il y a de l'insatisfaction. C'est parce que ce n'est pas suffisant d'avoir l'outil. Il faut des professionnels pour faire fonctionner ça. Et ce qui est rare, c'est à la fois ces professionnels qualifiés pour faire fonctionner ça et la compréhension organisationnelle qui a besoin de ces professionnels qualifiés. Les compétences technologiques requises, cette fois pour concevoir les stratégies et faire fonctionner les systèmes, c'est des maîtrises, des doctorats en traitement automatique de la langue, en information retrieval, en théorie des graphes, en linguistique. Il y a besoin de gens avec des doctorats très spécialisés en traitement automatique de langue. Moi, c'est les groupes que je constitue, j'embauche ce type de profil. On trouve de ces profils, il y en a beaucoup qui sont formés au Québec. Il y a une question culturelle qui est importante, qui est d'arriver à faire comprendre dans les organisations, comme je l'ai montré avec des exemples avant, qu'il faut absolument non pas juste déployer une solution parce qu'il y a un logiciel, ce n'est pas comme un logiciel de Word qu'on peut mettre entre toutes les mains. Il y a une préparation à faire et cette préparation à faire n'est pas tout le temps prise en compte. Ça pose des risques de ne pas comprendre ça. Et puis là, j'ai mis une illustration qui est le port de Douvres. C'est ce qui se passe au niveau du Brexit au Royaume-Uni à l'heure actuelle. C'est un exemple d'une mauvaise prise en compte de l'accès à l'information. Dans le cadre de la séparation du Royaume-Uni avec l'Europe, il y a tout un tas de systèmes douaniers qui sont mis en place. Ces systèmes de douaniers n'ont pas été accompagnés de technologies d'accès à l'information. Quand on regarde un peu les enquêtes, les entrevues qui sont faites, tout le monde se plaint de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Puis il y a même une caricature que j'ai vue avec un camion qui dit les 2 camions derrière contiennent les documents dont on a besoin pour passer la frontière. C'est un bon exemple. On a une administration qui a construit un corpus de règles et personne ne sait comment y accéder. Puis là, on parle de plusieurs dizaines de milliards de livres perdus par une non prise en compte de la question d'accès à l'information dans un changement de structure. Les actions à prendre pour terminer la présentation, presque dans les temps. Être bien conscient que le recours aux grandes majors, ce n'est pas l'unique solution. Je vous garantis, j'en vois tous les jours. Je fais tester par des équipes des choses qui sortent des grandes entreprises informatiques. Ça ne fonctionne pas ou c'est mal réglé. Il faut donc des spécialistes. Et pour trouver ces spécialistes, la recherche au Québec est très bien positionnée. On trouve des spécialistes bien formés au Québec. Le travail que moi je fais dans les organisations où je suis, c'est de changer la culture. Parce qu'il y a encore trop de situations où l'accès à l'information n'est pas correctement pris en compte et on ne pense pas recourir à des spécialistes. Voilà qui clôt cette présentation. Merci, M. Charton. Alors, là, je vais laisser M. Bouchard présenter notre prochain panéliste, M. Gilles Savard. Il s'agit bien de Gilles Savard. Hein? Oui. Oui. Oui, Gilles Savard est un homme qui est extrêmement occupé d'abord. Monsieur Charton aussi probablement, mais le CV de Gilles Savard est plus compliqué. Il est professeur à l'École polytechnique de l'Université de Montréal. Il est directeur du département de mathématiques et de génie industriel. Il est directeur suppléant de l'École polytechnique. J'aurais pu commencer par là. C'est un spécialiste en recherche opérationnelle, en sciences de la gestion, j'ai besoin de mes notes là, en logistique et quelques autres choses. Alors, il est affilié ou membre de divers organismes de recherche, je crois certains dans le domaine privé, d'autres dans le domaine parapublic. Il publie dans des revues internationales diversifiées que je n'ai pas le plaisir de connaître, donc je ne vous en parlerai pas. Mais il a des champs de compétences qui semblent très diversifiés. Il est chevalier de l'ordre des
des palmes académiques du ministère de l'Éducation de France, parmi d'autres distinctions, bien sûr. Et puis, je me plais à penser qu'il connaît un peu l'intelligence artificielle et le numérique, parce que c'est de ça, M. Savard, que vous êtes invité à parler. Alors, vous avez la parole, et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'était un peu compliqué pour vous. Je veux dire par là que vous deviez vous priver d'une demi-journée en ski. Merci beaucoup, M. Bouchard. Merci beaucoup, Éric. Mais ça me fait plaisir, extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Stéphane. Merci pour l'invitation à vous présenter. Alors, écoutez, ça va être complémentaire à la présentation d'Éric. Je vais parler davantage des algorithmes, donc de la partie qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là, ultimement, avec les données, je dirais, parce que des données à l'information, il y a déjà de l'algorithmique, et de l'information à la prise de décision, de nouveau des algorithmes. Alors, je vais partager avec vous quelques éléments de réflexion sur l'intelligence artificielle que je mettrai entre guillemets, vous verrez pourquoi, et à l'ère de la transformation numérique de notre société. J'ai monté un peu la présentation pour des étudiants universitaires, c'est-à-dire voir le potentiel, mais surtout voir les limites de l'intelligence artificielle et la responsabilité lorsqu'on développe ce type et qu'on implante ce type-là, en particulier pour des ingénieurs. Alors, écoutez, je vais commencer. Peut-être une chose, effectivement, l'intelligence artificielle, j'en fais depuis 42 ans maintenant. C'est mon sujet de recherche. À l'époque, on n'appelait pas tout à fait ça l'intelligence artificielle, comme disait Éric, mais essentiellement, c'est de l'intelligence. Et j'ai, pendant 5 ans, dirigé l'Institut IVADO, le plus gros institut de recherche au Canada, avec un budget de près de 350 millions de dollars sur l'intelligence artificielle, donc dans les 5 dernières années. Alors, quelques constats d'ouverture très rapidement. Éric en a parlé. On se dirige, on est dans une société qui se transforme rapidement vers le numérique, pas besoin de le dire, et tous les secteurs sont touchés. Vous avez vu le secteur des finances, mais tous les secteurs de l'éducation, des hôpitaux, la santé, l'ingénierie, le manufacturier, avec un impact économique et sociétal très clair. Je vais montrer que l'intelligence numérique, l'intelligence artificielle, je vais utiliser le terme intelligence numérique, mais prenez-le comme un synonyme de l'intelligence artificielle, est au cœur de cette transformation. C'est elle qui crée la valeur et qui permet de passer des données à l'information, à la décision. Et enfin, Éric en a parlé, au Québec, nous avons une capacité, une synergie unique en intelligence numérique au monde. Et je pourrais deux slides à ce niveau-là. Alors, le contenu, l'IA et la transformation numérique, il est important de savoir, on parle de quoi exactement? L'IA et la réalité technologique, miracle ou opportunité. On a vu beaucoup d'opportunités. Éric en a présenté plusieurs. Et l'IA et les enjeux sociétaux, vous serez plusieurs parmi vous de futurs où vous êtes des ingénieurs. Nous avons tous une responsabilité citoyenne et professionnelle comme ingénieurs. Alors, à la base de tout, et ce graphique qui vient de PricewaterhouseCoopers, qui date de 2016, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur depuis ce temps-là, quelle est la finalité? Vous qui allez vous retrouver dans l'industrie, essentiellement, c'est de créer de la valeur. Créer de la valeur pour une industrie économique, pour vos actionnaires, mais créer de la valeur pour la société en général, dépendant de votre domaine. Alors, qu'est-ce que le numérique apporte là-dedans? Il y a 3 niveaux de création de valeur possibles. La productivité. Et je vais prendre le contexte ici de l'industrie 4.0 manufacturier. On est à l'ETS, c'est normal, mais on pourrait l'appliquer dans tous les autres secteurs de notre économie ou de notre société. Mais au niveau de l'industrie 4.0, améliorer la productivité par ces technologies numériques, que ce soit les chaînes verticales ou horizontales, les chaînes de valeur, c'est un objectif. Le deuxième, c'est de créer de nouveaux produits numériques. La voiture aujourd'hui autonome sera un produit numérique. Mais ce ne sera plus une voiture comme à l'époque. Ça sera un produit numérique. Le téléphone intelligent est un produit numérique. Et finalement, le troisième, qui est peut-être plus difficile, c'est de développer de nouveaux modèles d'affaires utilisant le numérique.
Amazon est un modèle d'affaires. Airbnb, Uber est un modèle d'affaires qui est aujourd'hui possible grâce à ces technologies. Maintenant, dans le cercle extérieur, c'est l'ensemble des technologies numériques que vous connaissez, Internet des objets, 3D, 5G, réalité augmentée, l'info nuagique, les senseurs, vous les voyez tout autour. Ce sont des technologies, l'Internet des objets, qui ne créent pas de valeur, mais qui sont capables de manipuler énormément de données et d'en générer. Entre ces données et la finalité qui est de créer de la valeur, dans le cas d'industrie 4.0, on les voit ici, ce sont le traitement et l'analytique de ces données. Donc, c'est le lien entre les technologies numériques habilitantes qui sont tout autour et la finalité qui est de créer de la valeur pour notre société. Alors, les données et l'intelligence numérique sont ce lien-là. Lorsqu'on parle d'intelligence numérique ou encore l'intelligence artificielle à tort un petit peu aujourd'hui, mais c'est le mot qui est pris, il y a 3 niveaux d'algorithmes, si on veut, qui se déclinent sous le terme d'analytique des données. L'analytique descriptive, c'est essentiellement les statistiques, comprendre. Ça existe. Le data mining, le business intelligence rentre dans cette catégorie. L'analytique prédictive, et Éric en a parlé beaucoup, l'analytique prédictive, c'est de prévoir le comportement d'un consommateur, par exemple. Et ça rentre dans la classe des apprentissages automatiques, qui est une sous-classe de l'intelligence artificielle. Et finalement, la recherche opérationnelle, qui est l'analytique prescriptive. À partir de ces informations, peut-on prendre une décision? Donc, c'est cette chaîne-là, algorithmique, des 3 formes d'analytique qui crée l'intelligence numérique, qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, de la donnée à la décision. Si on voulait être strict au niveau académique, l'apprentissage automatique serait la partie plus proche de ce qu'on appelle de la vraie intelligence artificielle. Juste quelques mots, on a dit qu'au Québec, on est bien positionné. Si on regarde les investissements faits dans les universités en recherche fondamentale, elle date de près de 50 ans aujourd'hui avec le Centre de recherche mathématique, le Gérald, le Cyril de Mila, Tech 3 Lab, etc. En 2016, la grande subvention qui a permis de créer Ivado a établi Montréal au Canada comme étant la place où l'intelligence artificielle, l'intelligence numérique se trouvait. Vous voyez les investissements qu'il y a eu, c'est un sous-ensemble. Il y a eu près de 2 milliards de dollars d'investissements étrangers qui sont venus s'installer à Montréal, puisqu'on avait cette capacité à la fois de recherche et à la fois de talent qui est là. Donc, dans les 4 dernières années, un boom a vraiment eu lieu. Ivado est un exemple, un institut. C'est un institut qui est à l'interface du monde académique et de la société, particulièrement des industries. Mais à la base, la mission d'Ivado est de mobiliser, développer des connaissances, développer des talents, mais surtout mobiliser ces connaissances et ces talents au bénéfice de la société. Et merci la Banque nationale, qui est un des membres d'Ivado. Maintenant, revenons à la réalité technologique. Miracle ou opportunité? D'abord, un peu de pédagogie. L'intelligence artificielle, c'est un vaste domaine on peut séparer ça en 2 grandes classes, la vraie intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. Donc, la forte, c'est symbolique, qui vise essentiellement à remplacer le cerveau humain, à mettre de la réflexion, du jugement dans une intelligence artificielle. On n'est pas là et on ne sera pas là avant de nombreuses années, et Dieu merci à ce niveau-là. Mais la partie sous-symbolique, si on veut, c'est la partie qui utilise les données. Aucune réelle règle, compréhension de la façon qu'on pense, mais utilise tout simplement les données pour en tirer une valeur. Alors, un exemple. Donc, l'intelligence artificielle existe depuis les années 1950, le terme, vise essentiellement à développer des programmes informatiques qui, lorsqu'on regarde leur input et leur output, on dit « Oh, ça ressemble à une intelligence humaine ». Donc, c'est très large. Il y a la partie où on pourrait programmer la façon qu'on pense. If, then, rappelez-vous les systèmes experts pour ceux qui ont à peu près mon âge, vers les années 80, qui est une forme d'intelligence artificielle qui est plutôt symbolique. Donc, on essaie de comprendre toute la connaissance et en déduire
comme un chercheur ferait en regardant les bonnes. Ce qui est arrivé dans les années 80, c'est le début du machine learning ou l'apprentissage automatique, où là, à partir de données, l'algorithme apprend par lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, on n'a pas besoin de lui mettre des règles très précises, il va les déduire lui-même. Et plus récemment, qui explique le buzz qu'il y a eu en intelligence artificielle, c'est l'apprentissage profond, le deep learning, qui est une technique très intéressante. Je vais en glisser un petit mot. Elle est ici. C'est des réseaux de neurones essentiellement. Vous prenez un ensemble de données immenses, 1 million de photos de chiens et de chats. Vous passez ça dans ce qu'on appelle un réseau de neurones à plusieurs couches, profond, c'est d'où le terme profond. Mathématiquement, on peut approximer tout ce qu'on veut avec un réseau. C'est prouvé mathématiquement. Donc, on va être capable, si on regarde nos 2 millions de photos au début, sans erreur, de dire ça, c'est un chat et ça, c'est un chien, pour prédire, effectivement, est-ce que c'est un chat ou un chien. Le problème, c'est évidemment, lorsqu'on met ça en pratique après, ben, c'est un nouveau chat qui arrive dans la banque de données et cette fois-ci, évidemment, la généralisation devient plus difficile. Alors, le deep learning a permis d'éviter d'avoir à mettre des caractéristiques, des règles pour aider l'algorithme à prédire au mieux. Et à ce moment-là, ben, c'est l'algorithme qui lui-même ajuste ses paramètres et n'a pas besoin à ce niveau-là de l'aide d'un humain pour y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces algorithmes? Il y en a 4, vous les connaissez. Le premier, c'est la classification. Lorsque votre courriel arrive dans la boîte spam ou courriel, ben, c'est un algorithme d'intelligence artificielle, de deep learning, qui permet de classer. Lorsque on fait de la régression ou forecast dans les banques, par exemple, où on essaie d'estimer le TSX, ben, c'est la régression, on essaie d'expliquer une variable en particulier. Lorsqu'on fait de la segmentation, vous les voyez en bas à gauche, c'est un autre type. On a une donnée, dans quel groupe se trouve cette donnée-là. Et enfin, le plus difficile, c'est de l'apprentissage par renforcement. Là, c'est un peu plus complexe. Il n'y a même pas de données au début. On débute avec à peu près rien. Et avec le temps, on accumule les données et on ajuste nos politiques en fonction de ces données. Alors, la réalité de l'IA aujourd'hui, c'est quoi? Il y a eu un hype exceptionnel qui a été conjugué à une époque 2016, 2017, 2018, avant la pandémie, une situation économique très favorable. Et ça a été principalement propulsé par l'apprentissage automatique et surtout par l'apprentissage profond. Il y a eu des impacts significatifs en vision, en traitement de langage et en analyse comportementale. Pourquoi? Parce qu'on a amélioré les capacités prédictives. Mais capacité prédictive, vous le voyez dans le graphique à droite, c'est un élément, c'est une étape de la décision. Le jugement n'est pas une prédiction, l'apprentissage n'est pas une prédiction et l'action n'est pas une prédiction. Mais et on a réellement augmenté dans les dernières années cette capacité prédictive et Éric a bien dit avoir l'information pour mieux comprendre et mieux prédire. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une confusion un peu entre l'intelligence artificielle, la transformation numérique, l'automatisation, la robotique. On met tout ça dans le même. Et une méconnaissance de l'IA faible ou forte. On parlait, en 2018, j'ai assisté à une conférence très sérieuse où on disait qu'en 2020, il n'y aurait plus aucun technicien parce que les robots autonomes remplaceraient tous les techniciens dans les usines. Alors, c'est définitivement une mauvaise compréhension de ce que c'est aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Donc, il y a un impact économique à court et moyen terme de l'IA pur existant, mais plus faible qu'initialement annoncé. Alors, pourquoi? Prédire à partir des données. D'abord, ça prend beaucoup de données. Données. La question qu'on doit se poser, est-ce que le passé est garant du futur? Quelquefois, oui, en imagerie. Un chat restera un chat, en tout cas pour de nombreux siècles encore. Un visage de chat va ressembler à un visage de chat dans 100 ans encore. La reconnaissance faciale, pourquoi c'est un succès? Bien, mon visage, il est le même demain ou à peu près sensiblement le même.
Le NLP, en partie, oui. Un mot est un mot, restera un mot pendant de nombreuses années. C'est complexe ici. Éric en parlait à 80%. Pourquoi c'est complexe? C'est le sens, où on met le mot dans la phrase peut changer le sens de la phrase. Mais aujourd'hui, ça avance énormément. Par contre, d'autres fois, non. Essayer de prévoir la bourse demain ou avec précision, non. On a des outils, effectivement, mais c'est très complexe, tellement de variables. Les données du passé ne sont pas garantes du futur. Des grandes tendances peut-être, mais les données ne nous aident absolument pas pour prédire qu'est-ce qui va arriver demain. Si on le savait, de toute façon, le système boursier ne pourrait plus fonctionner, mais ceux qui le sauraient seraient très, très riches aujourd'hui. Le comportement humain évolue énormément. Le comportement humain d'avant la pandémie et aujourd'hui, je vous garantis que les algorithmes ou les prédicteurs ne sont pas les mêmes, d'où la prévision de la demande qui varie beaucoup. Il y a une difficulté aussi entre l'ajustement et la généralisation. J'ai dit, les réseaux de neurones profonds peuvent approximer tout avec un taux d'erreur de 0%. Ça, c'est en théorie, si on laisse aller nos algorithmes longtemps. Par contre, ils sont plus difficiles à généraliser. Expliquer le passé, c'est une chose. Prédire le futur, c'est plus complexe. Donc, la robustesse de la prédiction. Il y a aussi un équilibre entre la super spécialisation. On peut avoir des algorithmes d'intelligence artificielle très spécialisés qui performent, mais dans une entreprise peu utiles parce qu'ils sont trop spécialisés. On verra plus loin un peu des contre-cas. Donc, la réalité, il y a des gains, énormément de gains, et Éric en a parlé, le gain de l'information est incroyable. Il est important pour un ingénieur de ne voir que l'arbre qui cache la forêt. L'intelligence artificielle, l'intelligence numérique doit être vue comme le lien entre les technologies habilitantes et la finalité visée, doit s'intégrer à la stratégie commerciale globale d'une entreprise, n'est surtout pas qu'une affaire technologique. Ça, c'est bien important. S'aligner à la transformation des processus. Le numérique apporte énormément de potentiel pour changer une entreprise. Les banques sont au cœur de cette transformation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la production de l'IN doit être tirée par le besoin et non pas poussée par le besoin. Secteur manufacturier, rapidement, Industrie 4.0, pourquoi aujourd'hui c'est si important? Bien, le monde change. Pourquoi le monde change? C'est surtout les consommateurs changent et les concurrents changent. Aujourd'hui, une entreprise doit être centrée sur le client qui est beaucoup plus exigeant et mieux informé. Les multicanaux, les Amazon donnent beaucoup d'informations, les Google, l'agilité, les lignes de production doivent être flexibles. Un équilibre entre production de masse, production personnalisée, les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus just-in-time. On voit bien les limites du just-in-time dans des cas de pandémie, par exemple. La productivité, il y a une pression immense du marché pour baisser les coûts, la compétitivité. Et enfin, centré sur l'employé, on est en rareté d'emploi actuellement. L'employé veut être impliqué dans son entreprise aujourd'hui. Secteur manufacturier, qu'est-ce qui a changé récemment? Instrumenté, ça s'est fait dans les années 80, 90, 91. Connecté, ça s'est fait un peu plus tard. Aujourd'hui, qui génère énormément de données et qui permet la circulation des données, aujourd'hui, on peut optimiser ces données et en extraire la vraie valeur. Donc, instrumenté, vous les voyez, capteurs, applications, mobile intelligent, vidéo, connecté, Internet des objets, 5G, cloud. Et optimisé, on en faisait à l'époque, mais aujourd'hui, on a de nouvelles capacités de prédiction à faible de coût. Donc, la maintenance prédictive est un élément du secteur manufacturier. C'est un simple élément d'un secteur. Il faut bien faire attention aussi que quand on parle d'Industrie 4.0, si vous avez la chance de visiter l'usine de Bridgestone à Joliette et l'usine de Bombardier, fabrication des Global Jet, les deux, c'est des manufacturiers. Ils ont des réalités complètement différentes et un impact très différent pour ça. Alors maintenant, les enjeux sociétaux. Qu'est-ce qu'on doit? L'IA de confiance. On doit avoir confiance dans l'IA. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a aucun algorithme d'intelligence artificielle au sens strict dans un avion?
parce qu'on est incapable aujourd'hui de certifier ces algorithmes-là. La certification ou la confiance qu'on doit avoir dans cet algorithme est critique. Pourquoi Netflix utilise pleinement l'intelligence artificielle et Google en utilise aussi? C'est que si Netflix nous propose un film qui n'est pas tout à fait adapté à nous, il n'a aucun impact sur la santé. Donc, il y a un niveau de confiance qu'on doit avoir dans ces algorithmes-là qui dépendent évidemment de la finalité. Donc, des facteurs comme l'interprétabilité, l'explicabilité, la responsabilité, la sécurité, la robustesse, la certification, la fiabilité de du output, la protection des données privées et l'éthique impact sociétaux est critique. Vous les voyez dans l'aéromobilité autonome, le trafic aérien, dans les mines, ferroviaires, automobiles, finances et assurances, c'est la même chose. Un conseil d'administration va vouloir comprendre, avoir confiance dans les algorithmes utilisés par ces professionnels à l'intérieur de la banque, parce qu'un jour, une personne qui aura appliqué pour avoir un prêt, puis on lui dira non, c'est l'algorithme qui le dit, évidemment que ce n'est pas suffisant. Il doit avoir confiance sur le résultat et être capable de l'expliquer à ses actionnaires que cet algorithme-là respecte des valeurs que la banque se serait données, par exemple. Les autres impacts touchent un peu plus la société, la souveraineté des données. Éric en a parlé, la valeur des données. Vous avez vu, 200 milliards US de revenus publicitaires. C'est nos données qui permettent de générer ces revenus. Donc, à qui appartiennent ces données? Les effets de réseau qui arrivent, les GAFAM, l'antitrust. On peut en discuter longuement là-dessus. L'emploi, transformation de l'emploi, marginalisation de l'humain éventuellement, la vitesse de pénétration de ces emplois-là. Je ne suis pas inquiet du tout, on pourra en parler dans la deuxième partie. La vie privée, la confidentialité, l'interface homme-machine, la confiance du public, l'éthique, les biais. Les modèles actuellement d'intelligence prédictive sont basés sur l'analyse de données massives. Le jeu de données qu'on utilise à la base va diriger le output de ces entreprises. La transparence de ces algorithmes, j'en ai parlé, ce sont des boîtes noires. On ne peut pas expliquer if, then, qu'est-ce qu'il y en a. L'équité, donc les données biaisées, l'inégalité et l'accessibilité au monde numérique. Ça, on l'oublie, mais il y a encore plus de 10% de nos citoyens qui n'ont pas accès à un téléphone, à un lien Internet. Alors, c'est sûr que les guichets automatiques demeurent déjà une technologie, mais les centres bancaires où la personne pouvait se présenter pour aller retirer de l'argent demeurent importants. Il ne faut pas oublier cette inégalité qu'on crée et qu'on doit surveiller. La cybersécurité, la responsabilité et le droit, et la distribution du surplus social créé par ces technologies. Alors, si je conclus juste avant, l'intelligence numérique est définitivement un vecteur de la transformation, création de valeur sociétale et économique, des données à la décision. Indéniablement, on est vers une société numériquement transformée. Tous les secteurs sont impactés. Il y a un impact sociétal à considérer en parallèle. Le potentiel, il est là, il est présent, il est réel, mais non magique. Et on est encore très, très loin du robot autonome avec intention. Il y a une mise à l'échelle nécessaire au Québec et partout dans le monde afin d'accroître la productivité de nos entreprises. Et au Québec, on a une capacité, une synergie unique au monde en intelligence numérique. Je l'ai dit, plus de 1500 scientifiques des données actuellement en place à Montréal en particulier, mais au Québec en général. Alors voilà, c'était un survol de plusieurs points. Merci, M. Savard. Alors, premièrement, je voudrais m'excuser. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un problème avec le lien sur Eventbrite. On devait avoir beaucoup plus de personnes qu'on a là. Mais néanmoins, s'il y a des questions de la salle, je les prendrai maintenant et je les relayerai à nos invités. J'en vois pas, à moins que M. Bouchard et M. Paquin aient une question
à poser tout de suite. Moi, j'aurais une ou deux questions, oui. Je ne sais pas si c'est M. Charton ou Gilles Savard qui voudrait y répondre, mais enfin, vous verrez. Moi, je suis très étonné, très impressionné par la perspective que les machines peuvent en venir à développer des capacités d'apprentissage, donc à acquérir pas mal d'autonomie, sinon une autonomie complète. Alors, ce que vous appelez l'autonomie des robots, quelque chose comme ça tout à l'heure. Dans quelle mesure est-ce que c'est un rêve et que finalement, ce n'est pas raisonnable de travailler dans cette direction-là? Ou si c'est réaliste, mais dans un avenir très lointain, après beaucoup plus de développement, de raffinement de la technologie, on pourrait y arriver. Et c'est la même chose pour la capacité de prédire. Vous avez dit pour le moment, en finance, par exemple, les facteurs sont trop nombreux, trop complexes. Mais peut-être qu'on peut dire que c'est parce que les machines ne sont pas encore suffisamment développées. Est-ce qu'un jour, le développement pourrait aller jusque-là? Je peux me risquer, puis Éric, tu ne te gênes pas s'il y a d'autres. Je ne sais pas si je dois dire c'est un rêve, mais c'est tout à fait réaliste de penser qu'un jour, on ira vers des robots beaucoup plus avancés. Mais on parle, j'en parlais avec Cédric Villani, là, qui était le monsieur araignée en France, médaille Field, mathématicien, et je lui disais 50 ans? Il dit non, 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 non. Il dit pas avant 100, 200, 300 ans si on y arrive. Bon, évidemment, on parle du futur. Et là, nos outils de prédictifs ne nous aident pas du tout pour dire quand est-ce qu'on ira, puis jusqu'à quel niveau. C'est les émotions. Jusqu'où on peut aller dans les émotions. Mais la réponse est oui. Est-ce qu'on doit aller vers là? Je ne sais pas. Personnellement, moi, je ne verrais pas ce robot autonome et je n'en souhaite pas. Honnêtement, je n'en souhaite pas. Mais on ne peut pas arrêter le développement des technologies. Et c'est sûr qu'il y aura de la recherche, puis on va aller vers là. Jusqu'où ça va aller? On est très, très loin de la singularité. 500 ans, c'est loin. On a bien d'autres défis avant, entre autres sur notre planète et le développement durable de notre planète d'ici 500 ans. Mais la réponse, c'est réaliste. Mais c'est réaliste sur des échelles de temps de 200, 300. Écoutez, de dizaines et de dizaines d'années, je dirais une centaine d'années. Et jusqu'où on ira, écoutez, le quantique va aider aussi parce qu'il y a beaucoup d'aspects quantitatifs là-dedans, les données. Mais oui, on pourrait avoir un avancé vers là. Et je voudrais seulement ajouter que 300 ans, même 400 ans, ce n'est pas très long dans l'histoire de la science. Hein? C'est pas long. L'histoire de la science, je ne sais pas. L'histoire de l'humanité, certainement que c'est très, très court. C'est effectivement très court, mais regardez qu'est-ce qui s'est fait dans les 15-20 dernières années. L'accélération du développement technologique depuis l'arrivée de la science 2000 ans. Je ne suis pas un historien des sciences, non, mais je dirais les philosophes du début, l'accélération qu'il y a eu dans les technologies les 15, 20, 30 dernières années, c'est épeurant. Ça est même un peu inquiétant, je dirais. Alors, il faut bien surveiller ça et conserver. Et c'est ce que je disais un petit peu, on en parlait tantôt avant le début de la conférence. On doit conserver l'humain. Quand on a dit que ces algorithmes-là peuvent être autonomes ou ces robots peuvent être autonomes, la responsabilité de ces algorithmes-là doit demeurer sous une personne, sous un professionnel, ultimement. Et la journée où on ferme les yeux, puis on dit on a développé un algorithme, puis on ne le regarde plus, puis voilà, c'est automatique, puis il n'y a plus personne de responsable, c'est là qu'on se dirige vers un cul-de-sac. Et pour l'instant, je pense que les entreprises sont conscientes de ce fait-là et demeurent propriétaires de l'algorithme, même s'il est intelligent et quasi autonome.
J'ai une question du public. J'aimerais bien donner mon avis là-dessus. Oui, oui. Mais j'allais vous le demander, je n'ai pas osé parce que je ne vais pas prendre trop de temps. La question j'ai vu une présentation très intéressante du professeur Benjo la semaine dernière au DIC à l'UQAM, qui travaille beaucoup là-dessus, d'essayer déjà, le premier point, l'intelligence n'est pas vraiment caractérisée. On arrive à découper en morceaux la cognition. Stanislas Dehaene au Collège de France qui travaille pas mal là-dessus. Mais même la caractérisation de l'intelligence chez l'humain, elle n'est pas très claire. En tant que praticien, il n'y a pas du tout d'intelligence. C'est purement des maths, et puis on trace des lignes, on sépare le rouge du bleu, mais on ne fait rien de plus que ça. Donc au niveau de la technologie d'aujourd'hui, on ne voit rien de plus que des mathématiques qui séparent 2 côtés, ou 3 côtés, ou 4 côtés, ou n côtés. Cette question de l'intelligence forte, de l'intelligence artificielle, qui n'était pas un problème il y a 15 ans, parce qu'on parlait de machine learning, de NLP, etc., donc on n'était pas embarrassé avec ça. C'était même plutôt la honte de parler d'intelligence artificielle, parce qu'il y avait eu cet hiver de l'IA qui avait discrédité tous les chercheurs symboliques. Elle nous empoisonne beaucoup dans le milieu corporatif, parce que des exécutifs ou des gens croient qu'on peut remplacer un humain avec un système automatisé, ce qui est faux. Il y a eu une présentation de Google en 2018 qui s'appelait Duplex, qui a montré une simulation d'un système de dialogue qui allait faire une réservation pour aller se faire couper les cheveux. C'était extrêmement spectaculaire. On a su a posteriori qu'ils avaient dû en faire 100 pour en montrer une. Il y en avait 99 qui ne marchaient pas. Et qu'est-ce qu'il lui avait coupé ? Donc, on parle de l'intelligence d'un enfant de 3 ans qui est capable d'appeler un salon de coiffure et de réserver un slot. Ce n'est même pas accessible. Donc, il faut être très, très clair là-dessus. Je ne sais pas si dans 300 ans, on y arrivera. Mais en tout cas, en tant que praticien, là, et comme ça a été très bien dit par Gilles, là, on n'y arrivera pas dans notre vivant, là, à moins qu'on vive plusieurs centaines d'années. Voilà. Ben, j'ai une question ici, si vous voulez bien y répondre. Voyez-vous un jour un rôle pour l'intelligence artificielle dans les industries créatives pour, par exemple, évaluer la popularité potentielle d'un film ou d'une œuvre? Qui voudrait… Moi, je peux dire un mot là-dessus, ça existe déjà. OK. L'analyse d'opinion, elle est faite sur Twitter, elle est faite sur Facebook, elle est faite un peu partout. Et c'est un business. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Avant, ils faisaient des sondages en sortie des salles de cinéma ou des musées. Maintenant, ils vont sur les réseaux sociaux et ils mesurent ça. Puis la détection d'opinion, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Okay. J'ai une autre question. Avec l'importance de l'information, comment en assurer sa qualité? Est-ce que les données ouvertes sont une solution? Non, mais c'est un peu comme… est-ce qu'on a une meilleure information? On a des données, attention, il y a une différence entre des données et de l'information. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai été privilégié, j'avais accès j'allais dans les bibliothèques, puis l'encyclopédie Universalis, elle avait été vérifiée. Il y avait encore probablement quelques petites erreurs dans cette encyclopédie en 18 volumes. C'était écrit très, très petit. C'était la connaissance, c'était dans ces encyclopédies-là. Et c'était vérifié par des pairs, etc. Aujourd'hui, on le voit bien, les données. Faites vos recherches. On peut trouver tout sur le web. Donc, la donnée comme telle, elle est… c'est un input, c'est de pouvoir l'analyser et de pouvoir en tirer une information. Entre la donnée et les faits, entre la donnée et son interprétation, et Dieu sait, c'est l'éducation, c'est l'enseignement qui nous permet d'être capable de digérer ces données-là et d'en tirer. Donc, il y a énormément de mauvaises données. Et c'est d'ailleurs un travail très fort, Éric pourra le confirmer, j'en suis convaincu, le traitement de la donnée brute au début pour la nettoyer. Il y a beaucoup d'informations si on veut tirer. Donc, oui, il y a énormément de mauvaises données. Science ouverte, oui et non, c'est-à-dire que oui, on peut avoir des articles scientifiques qui ont été bien validés et qui sont mis dans le domaine ouvert, et là, c'est oui, mais il peut y avoir aussi n'importe quelle donnée. Alors, on voit ce qui se passe, on voit un peu l'état de la démocratie actuellement, puis ce qui se passe à Ottawa actuellement. Hein,
faites vos recherches, ben, on trouve de tout dans le web actuellement. On trouve de tout. Ouais, je préciserais sur les données ouvertes exactement la même chose. Il y a au sens de l'open data, là, par exemple, on a des choses qui ont donné naissance à OpenStreetMap, qui est très haut niveau de qualité géographique. C'est des données ouvertes collaboratives. Puis on a des choses qui sont très, très bruitées, quasi inexploitables, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. Et on trouve un peu la même chose dans toutes les organisations dans lesquelles il y a du legacy, c'est-à-dire des organisations qui ont plus de 30 ans. Hein. Il y a du travail à faire sur les données, parce qu'il y a des choses qui sont propres, il y a des choses qui ne le sont pas, et ça conditionne ce qu'on doit faire derrière. D'ailleurs, moi, le groupe IA est au CDO à la Banque nationale. C'est le chef des données qui a les savoir-faire des gens de l'IA pour justement travailler aussi là-dessus sur cette question de la qualité des données. J'ai une autre question, si vous voulez bien. Alors, qu'en est-il des expertises humaines qui resteront impossibles à formaliser ou à traduire en langage rationnel? Il met entre parenthèses les savoir-faire de nature tacite. Il dit « Je pensais à Toyota qui retire les robots de ses usines pour le remplacer par des humains. » Donc, qu'en est-il des expertises humaines qui vont être impossibles à remplacer? Sans compter qu'il y a des gens qui sont plus compliqués que les autres. Et ça, écoutez, c'est une question très large, difficile effectivement à répondre. Si on regarde les expertises tangibles nécessaires pour l'exécution du travail et qu'on est capable de les cartographier, éventuellement, on pourra programmer un robot pour les faire. Là, ce qu'on parle, c'est l'intangible, je pense, les relations, ce qui se passe un peu. Effectivement, et c'est là, on en parlait un petit peu, l'intelligence ou ce qu'on en fait d'une personne, c'est excessivement complexe. Une personne arrive un jour au bureau, oups, là, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Un robot n'aura probablement pas ça. Donc, c'est pour ça que je pense que le robot qui va remplacer, oui, il y a des robots qui remplacent des tâches manuelles très spécialisées, c'est bien sûr. Là, il n'y avait pas d'expertise humaine autre qu'une expertise très technique, très cartographiée, mais tout ce qui est... Ben, les relations humaines font partie d'une organisation, le climat de travail fait partie d'une organisation. C'est sûr que là, quand on parlera de robots, on ne parlera pas de climat de travail, en tout cas, pas à court terme. Alors, c'est une question qui... Éric, je te laisse la répondre. Ben, moi, j'ai des exemples concrets. Il y a clairement des... Alors, je ne connais pas l'exemple de Toyota et des robots, puis ce n'est pas mon domaine, mais en revanche, la gestion par exemple, des centres d'appel, il y a clairement... On ne peut pas remplacer les gens sur un centre d'appel. C'était l'exemple tout à l'heure de Google. Quand quelqu'un appelle, il dit, ben, voilà, j'ai l'impression que j'ai une transaction étrange, mais je ne sais plus si c'est 15 $ ou 12,6 $, mais est-ce que c'était en avril ou en février? Vous imaginez bien que là, à l'heure actuelle, il faut quelqu'un derrière pour répondre à ça. Puis, est-ce que vous croyez que c'est bien de prendre ça? Il y a du contexte, il y a des questionnements, il y a de la complexité, de l'incertitude. Aucune technologie n'est capable de répondre à ce besoin-là à l'heure actuelle, et à mon avis, ça prendra beaucoup de temps. Donc, on peut faire... Moi, je parle beaucoup de mécanisation. Hein. Des fois, les gens me disent, pourquoi tu dis ça là? C'est un peu comme un moteur de voiture. On peut mécaniser certaines choses qui relevaient en apparence de la cognition, mais qui étaient en fait assez peu complexes. Là, et on peut l'automatiser, mais il y a tout un tas de choses. Il y a tellement de complexité qu'on ne peut pas remplacer les humains. Bon, ben, je n'ai plus de questions. Je vous remercie, M. Charton, M. Savard, M. Bouchard, M. Paquin.